Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Philippe Douste-Blazy. Philippe Douste-Blazy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des financements innovants. Merci d'être ici. Vous avez aussi été ministre et député, chacun s'en souvient. Et on annonce régulièrement votre retour sur la scène nationale. Alors, question brutale, est-ce que vous allez briguer en 2012 l'un des nouveaux mandats de députés qui ont été créés, c'est-à-dire député des Français de l'étranger? On parle du Benelux pour vous. Écoutez, je n'accepterai pas la proposition qui m'est faite par l'UMP d'être candidat aux élections législatives dans une circonscription favorable. Pour plusieurs raisons. On parle du Benelux, hein, c'est ça? Oui, en effet, c'était le Benelux. Oui. Premièrement, parce que je veux mener le projet que j'ai, mon projet professionnel, à bien. C'est long, ça fait 7 ans que je travaille sur ce sujet, c'est mettre en place la première taxation internationale de solidarité pour le milliard de gens pauvres. On va en parler. On en parlera. Deuxièmement, je crois qu'il faut respecter les gens avec qui je travaille depuis 7 ans et je veux m'inscrire dans la durée. Et enfin, j'ai la confiance de M. Ban Ki-moon, qui est secrétaire général des Nations Unies et je crois qu'il fait très très bien son travail et je suis à ses côtés. Vous venez de l'UDF, vous avez même présidé son groupe pendant de longues années à l'Assemblée. Jean-Louis Borloo, que vous connaissez bien, a fait des annonces hier soir, je vous propose de l'écouter. La droite sociale, les républicains sociaux, les écologistes modernes, la gauche moderne sont unis, déterminés à présenter un programme aux Français de main tendue de rassemblement de tous les Français autour de la République en mettant l'égalité et la justice au cœur du dispositif. Voilà, ça c'est clair, on y va, on ira jusqu'au bout, on va le faire ensemble. Alors jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'à la présidentielle. Est-ce qu'il y a un désir de centre en France? D'abord, en raison des responsabilités qui sont les miennes aux Nations Unies, que vous venez de rappeler, j'ai un droit de réserve. Donc, Plus que Ramayad, alors, parce qu'elle est aussi ambassadrice auprès de l'ONU. Oui, oui, je crois que vous avez raison de le dire, en effet. C'est-à-dire qu'elle devrait enfin, en tout cas, il y a un droit de réserve lorsqu'on a... Un devoir, oui. Oui, un devoir de réserve, pardon. Je pense que je vais donc éviter le commentaire politicien, d'abord parce que ce ne serait pas à la hauteur de l'événement. C'est un événement, quand même, ce qui est dit là. Je vais quand même vous dire, je fais partie des fondateurs de l'UMP et donc l'avenir de cette famille m'importe, évidemment. Si on mesure le courage politique à la force de défendre ses convictions, alors oui, je pense que Jean-Louis Borloo, hier, a été un homme courageux et un homme responsable. Parce que je crois qu'il faut plus de centre. Pour moi, plus de centre, c'est avoir plus de gens rassemblés dans une société, moins de gens divisés. Je crois que nos compatriotes, les Français, en ont marre d'être divisés, culpabilisés, rejetés, stigmatisés. Ils ont envie, au contraire, d'être valorisés, respectés. Et donc, moi, je crois en effet qu'il faut plus de centre. Mais quand vous avez rallié le projet de l'UMP, qui ne s'appelait d'ailleurs pas comme ça à l'époque, c'était, j'imagine, sur la base d'un contrat. Vous aviez obtenu la promesse que la dimension centriste du projet serait respectée. Voilà, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des rives ? Je ne sais pas, enfin, je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire, je crois que je suis déjà allé très loin, je crois qu'il faut plus de centre. L'UMP était parti pour faire un parti, nous étions partis pour faire... C'était le contrat de départ. Voilà, un parti de centre droit, à l'image de ce qui se passe en Allemagne ou de ce qui se passe en Espagne. Bon, écoutez, je ne vais pas plus loin, je vous dis, je pense qu'il faut plus de centre et c'est tout. Mais le projet que je porte aux Nations Unies est justement porteur de ces valeurs du centre. Avant ça, on va quand même passer au niveau européen, si vous voulez bien, parce que dans toute l'Europe, on constate une montée des extrêmes droites. Comment l'expliquez-vous ? Je crois que la mondialisation aboutit en effet à une mondialisation de l'économie et absolument pas à une mondialisation de la solidarité. Tout se passe comme si ce capitalisme-là devenait de plus en plus financier et ce capitalisme était de moins en moins un capitalisme dans lequel la personne humaine, en tant que personne humaine sacrée pratiquement, était là. Voilà, on ne respecte plus la personne humaine. Il n'y a plus que l'argent et que l'argent. Et donc je crois que tout cela aboutit à un repliement, une peur de l'autre. Et puis, regardez ce qui se passe. 1,2 milliard de personnes vivent avec moins de
$1 par jour. C'est-à-dire que pas de santé, pas d'éducation, pas de nourriture, pas d'eau potable, pas d'assainissement. Et Internet arrive en même temps. Oui. Donc eux, ils vont comparer ce qu'ils ont, c'est-à-dire rien, et nous ce que nous avons. Voilà. Oui. Et donc regardez ce qui s'est passé déjà pour ceux qui sont instruits en Tunisie. Regardez le printemps arabe, c'est quoi? C'est tout simplement des gens qui sont instruits, mais qui en ont absolument marre de voir que la corruption fonctionne et que eux n'ont pas droit. Et les privent du fruit de leur travail. Exactement. Oui. Et donc là, ça va se passer de la même manière. Donc le travail, le problème est de savoir, est-ce que c'est pas ça le grand sujet de politique internationale dans le monde aujourd'hui? C'est sans doute le grand sujet, mais en attendant, cette peur de l'autre, en fait, se traduit par la peur de l'immigration. Oui. C'est ça. C'est un rejet de l'immigration. Il y a un débat en France en ce moment pour savoir s'il faut réduire ce qu'on appelle l'immigration du travail ou pas. Claude Guéant est pour la réduire. Christine Lagarde dit que ce n'est pas la solution. Quelle est votre opinion? C'est pas là-dessus qu'il faut agir? Non, mais c'est très simple. Je suis médecin. Il y a des instincts. Voilà. Alors l'instinct de reproduction existe, l'instinct de conservation existe. Si vos enfants, si votre mari, votre épouse meurt devant vous, alors que des médicaments existent à 5000 km, vous allez chercher les médicaments. Vous y allez en bateau, vous y allez à pied, peu importe. Vous avez un enfant qui meurt toutes les 3 secondes d'une maladie évitable, curable, dans le monde du Sud. Parce que moi, je vous parlais de l'immigration du travail, là, vous me parlez de l'immigration de la santé, ça veut dire que la France doit continuer à accueillir des malades? Non, mais pourquoi les gens vont travailler? Pourquoi les gens vont tenter leur chance? Est-ce que la France doit continuer à accueillir des malades? Mais ça, je vous en parlerai bien évidemment sur l'aide d'urgence. Oui. Évidemment, sur l'aide d'urgence, ce serait une honte. Mais non, mais ça, je crois que tout le monde est d'accord, j'espère. Mais non, la question, c'est de savoir... Il est question de restreindre l'accès aux soins pour les étrangers. Oui, mais c'est absolument impossible. Mais à la mesure que quelqu'un est sur notre sol malade en urgence, je crois que personne n'oserait dire que nos hôpitaux sont fermés. Non, la question c'est pourquoi les gens viennent ici. Parce qu'ils cherchent du travail. C'est parce qu'ils n'en ont pas chez eux et parce qu'ils sont en train de crever chez eux. Voilà. Oui. Donc vous feriez pareil et je ferais pareil et tous les gens qui sont contre l'immigration feraient pareil. Donc ça veut dire que les barrières légales sont inutiles et qu'il faut chercher des solutions à long terme? Donc la question c'est, si on regarde à 2 ans à l'élection présidentielle, je comprends très bien que des gens se battent pour dire avec moi ça ira mieux. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est de savoir comment demain on évite ce que le président Lula, l'ancien président brésilien, appelait la bombe atomique, c'est-à-dire que vous avez 1 milliard de gens sans rien qui sont en train de comparer leurs conditions et les nôtres. Alors ça, c'est votre travail. Donc ça, c'est mon travail. C'est la tâche à laquelle vous êtes appelé. Et alors, en quoi consistent ces financements innovants? Le premier des financements innovants, on l'avait commencé avec le président Lula, justement, et le président Chirac, c'est de dire, chaque fois qu'on prend un billet d'avion, on prend 1 euro, on fait payer au consommateur 1 euro de plus. D'ailleurs, personne ne sait combien vaut un billet d'avion à 1 euro près. Et donc, c'est totalement indolore. Mais enfin, cette petite idée, en l'espace de 4 ans, sur 15 pays qui ont fait ça, nous avons récolté plus de 2,2 milliards de dollars. Et avec cela, on soigne 8 enfants sur 10 dans le monde qui ont le sida. Pour vous donner cet exemple. Alors c'est formidable, c'est évidemment pas suffisant. Non, bien sûr. Non, l'idée, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que pour la première fois, on a prouvé qu'il était possible de créer une taxe en France, toute petite, indolore, mais cette taxe, elle est payée par des Français en France. Au moment où elle arrive à Bercy, au ministère des Finances, elle repart pour être gérée de manière supranationale, collectivement, par ce que nous on a appelé United. Ça veut dire que la première taxe mondiale de solidarité existe. Et c'est ça qui me passionne, c'est ce qui me plaît, parce que demain on peut faire des taxes sur les transactions financières, on peut faire une petite taxe sur le tabac. Je voudrais lancer une proposition au président Sarkozy. Nous travaillons depuis 3 ans à l'ONU sur une idée très simple. 1 centime d'euro par paquet de cigarettes. C'est strictement rien dans les pays pauvres et 5 centimes dans les pays riches. Avec ça, dans les pays du G20+, ça fait 8 milliards par an. C'est-à-dire que vous n'avez plus un seul enfant qui meurt de tuberculose, de paludisme, de diarrhée, de sida dans le monde. Une petite idée comme ça. Alors je lui demande, il est président du G20, ça me ferait très plaisir qu'il continue cette grande... Il parle souvent des financements innovants, je crois qu'il croit aux financements innovants. Je voudrais lui dire, là, à United, nous sommes prêts à faire cela, rien qu'avec des pays comme le Royaume-Uni, le Brésil, le Chili, la France et la Norvège, on est prêts. Est-ce que je lui dis, chiche, est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, la proposition est lancée. Philippe Douste-Blazy, je vous remercie. Bonsoir. Merci. Bonsoir et à lundi pour un nouveau Talk Orange Le Figaro.